Vous regardez toujours la cote IMO, évidemment, on enchaîne avec notre second point, conjoncture, en regardant le marché cette fois à travers le prisme de la copropriété. Olivier Safar nous accompagne à la tête du cabinet Safar. Bienvenue dans la cote IMO. Bonjour, merci de Bonjour, m'accueillir. merci à vous d'être avec nous. Un mot d'abord sur la tendance au moment où on se parle justement, Olivier Safar, du marché de la copropriété. On vient de faire un bilan un peu pessimiste du marché général de l'immobilier en France. Voilà, un mot sur la tendance. Alors, la tendance en copropriété, les réunions de copropriété ont reprise. Les copropriétaires viennent en assemblée générale. Il y a à nouveau des débats plus importants qu'il n'y avait auparavant, mais surtout, il y a une appréhension très forte des prix de l'augmentation du gaz ou de l'électricité. Et de tous ces partis-là, ce qui fait que quand vous avez des travaux à l'ordre du jour à voter, notamment des travaux de rénovation énergétique, qui sont conséquents, pour ne pas dire extraordinaires au niveau montant, eh ben on a un rejet d'un côté ou peut-être un report de certaines décisions. Et on se rend compte que là où on avait travaillé pendant 2 ou 3 ans à préparer les projets, certains, 1 sur 2, sont reportés ou rejetés. Et là, c'est pas très positif pour la partie rénovation C'est énergétique. le sujet principal, rénovation énergétique aujourd'hui au sein des AG des Alors, copropriétés. c'est beaucoup de sujets de ce type-là, parce qu'on nous a demandé de mettre ce point à l'ordre du jour. C'est le cas des différentes lois. Ça a été voté, donc on est dans l'application. Mais c'est vrai que l'organisation est une chose. La temporalité de la copropriété, c'est un temps long. C'est-à-dire que pour arriver à faire une rénovation énergétique, il faut préparer des choses pendant 3 ou 4 années pour arriver à le faire voter. Et ben, vous vous rendez compte, quand vous venez présenter votre projet, que les montants ne sont plus les mêmes, parce que les prix ont augmenté, inflation quand même réelle, notamment sur certains produits et certains matériaux. Et 2, effectivement, les copropriétaires voient une augmentation de leurs charges par ailleurs et ne veulent plus investir en se disant je rajoute de l'argent effectivement tous les mois, mais j'aurai une amélioration, mais dans 2 ans ou 3 ans. Parce que le temps que les travaux soient réalisés, vous votez les travaux, les réalisations commencent l'année d'après et c'est fini l'année suivante. Donc globalement, on a cette temporalité qui est une temporalité longue qui ne correspond pas toujours à ce que demandent nos copropriétaires et qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec quelques blocages. Alors, mais justement, les blocages, Dieu sait qu'on ne vous a pas épargné, Olivier Safar. Alors, déjà, on est très content que vous confirmez, les propriétaires, les copropriétaires viennent en AG physiquement. Oui, on a Ils plus de reviennent. présence. Ils reviennent. On a D'accord. des votes par Ils sont correspondance. contents de revenir. Oui, ils sont contents de revenir, ils sont contents de s'engueuler. Soyons réalistes. Quand je dis engueuler, c'est entre guillemets. Donc, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a du C'est débat. un signe de bonne santé quand Oui, on a une c'est AG, du débat. Quand vous avez un débat en assemblée générale, ça veut dire qu'il y en a certains qui sont pour, d'autres qui sont contre, mais surtout certains qui n'ont pas compris. L'intérêt du débat, c'est que vous voyez les questions et vous allez pouvoir aiguiller les uns sur leur incompréhension, donner des informations complémentaires parce qu'ils n'ont pas compris les mécanismes de subvention, d'aide, de financement. D'autres, vous les aurez contre quoi qu'il arrive. Mais en moyenne, si vous arrivez à convaincre certains, vous allez faire avancer les dossiers. Quand on vote par correspondance ou qu'en visio, il se votait... Oui, les comptes, les budgets, les renouvellements du syndic et du conseil syndical, des petits travaux. Et puis, on attendait l'année suivante pour voir ce qu'on faisait. Alors, dans le caractère, on va dire, symptomatique qui touche la copropriété, il y a celui de la rénovation énergétique, comme le disait Eva très justement. C'est un vrai sujet majeur, c'est le sujet de société, c'est le sujet des 50 prochaines années. Vous le savez, élargissement de notre prime rénov' au niveau de la copropriété. Vous avez salué l'initiative. J'ai salué l'initiative, j'en suis très heureux. J'ai qu'une seule difficulté, c'est qu'elle s'arrête au 31 décembre 2022. Et que notre gouvernement, hier, vous l'avez vu, j'en ne suis pas sûr que nous aurons le renouvellement. Oui, effectivement, la semaine dernière, il y a eu les élections législatives et on n'a pas encore forcément les orientations sur la nomination d'un ministère. Encore une fois, ce calendrier peut être très bien prorogé. Alors, on va voir d'ailleurs une infographie. On estime en France, on en a parlé tout au long de cette semaine, qu'il y a 4 800 000 logements qui sont des passoires thermiques. Ça, c'est la source du ministère de la transition énergétique. C'est une statistique qui a été faite en 2020. La FNAIM dit qu'il y en a 12 millions. Le président qu'on a reçu d'ailleurs cette semaine de Cydia nous dit qu'il y en a 6. Bref, le chantier est colossal. Question, on n'a pas l'impression quand on vous écoute que les copropriétés soient prêtes. Alors, les copropriétés ont déjà compris ce que c'était, ce qui est déjà un point très positif. En revanche, est-ce qu'elles sont prêtes à passer le pas ? Pour certaines, oui, les premières. La seule chose, c'est qu'on se rend compte que globalement, dès qu'on a un phénomène conjoncturel qui arrive, ça bloque.
Et ça, c'est une difficulté. Pourtant, on a lancé beaucoup de copropriétés là-dessus. On les a fait avancer depuis 3-4 ans, malgré le Covid. Ça, on l'a fait. Et en leur disant, attention, ma prime Rénov' Copro, elle vient à échéance au 31 décembre 2022. Il faut avoir voté les travaux cette année, avoir déposé les dossiers avant le mois de novembre pour être éligible et avoir un accord avant le 31 décembre. Une fois qu'on a l'accord à le 31 décembre, les sommes peuvent être versées 2023 ou 2024. Mais aujourd'hui, on a un blocage. Sur le nombre de dossiers qu'on a présentés en AG, on en a 1 sur 2 qui arrive. Donc, ce qui est peu. Et sachant que, bien évidemment, les immeubles en rénovation énergétique, ce ne sont pas tous les immeubles. Ce sont les immeubles dans lesquels il y a des travaux à faire. Ne croyez pas que l'on va forcer tous les immeubles à faire ces travaux de rénovation énergétique s'ils ont déjà fait leur ravalement, s'ils ont déjà fait la toiture, s'ils ont déjà changé leur chauffage, s'ils sont occupés déjà de leur canalisation. On n'y arrivera pas. Il faut qu'il y ait des travaux importants à faire dans l'immeuble pour partir sur une rénovation énergétique en plus. Pourquoi ? Parce que quand on calcule le retour sur investissement, il ne se calcule pas sur la totalité des travaux. Il se calcule uniquement sur le surplus que vous allez faire pour la partie rénovation énergétique. Et là, quand on fait ce calcul, c'est très clair. Si vos travaux de ravalement, de rénovation, vous êtes parti sur 1 million d'euros, et que derrière, pour pouvoir faire de la rénovation énergétique, vous rajoutez 500 000 euros, et que sur ces 500 000 euros, vous aurez 250 000 euros d'aide ou de subvention, ça vous coûte 250 000 euros de plus. En combien d'années je l'amortis ? Et c'est là, comme ça qu'on calcule. Et le problème, c'est qu'ils prennent tous 1 250 000 et ils font le nombre d'années. Mais non, les 1 million, vous les avez quoi qu'il arrive. Vous, c'est de cette manière-là que vous les accompagnez, en les aidant sur ce calendrier-là, ce qu'il faut faire à tel moment, les financements. Oui. C'est de cette manière-là que vous les accompagnez. On les accompagne, mais jamais tout seul. Oui. C'est-à-dire que le syndic, s'il est tout seul, on se trompe. Le syndic, il est accompagné d'un architecte, il est accompagné d'un AMO, un assistant à maîtrise d'ouvrage, et souvent d'un ingénieur financier en complément. Pourquoi ? Parce qu'il faut ces trois. Il faut arriver en groupe, organiser les choses, il faut rassurer les copropriétaires. Si vous n'avez pas l'ingénieur financier avec vous, les copropriétaires ne voteront pas. Important pour eux, c'est le montant du reste à charge. Ce montant du reste à charge, il se calcule comment ? Il se calcule les travaux que vous avez à faire normalement, ça coûte tant. C'est une chose. On me rend un crédit, vous avez un crédit éco-PTZ pour partie si c'est de la rénovation énergétique. Sinon, vous avez un crédit, effectivement, dans les 2 banques qui nous font ça. Aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup. On a la Caisse d'épargne Île-de-France et Domo Finance. On cherche des nouveaux banquiers. C'est un appel aux banquiers. Venez sur ce marché, il y a des choses à faire. On voulait vous poser la question avec Eva sur comment réagissent les banques là-dessus. A priori, d'après ce que vous me dites, il n'y en a pas beaucoup qui se bousculent le portillon quand même. Ils ne se bousculent pas du tout. Pourquoi ? Parce que le dossier à monter est très compliqué. Vous devez monter un dossier par copropriétaire. C'est-à-dire, vous montez votre dossier de l'immeuble. Imaginez que vous ayez 100 copropriétaires dans l'immeuble. Vous allez monter un dossier par copropriétaire. Et autant le dossier par l'immeuble, vous allez envoyer les documents à la banque par le mail ou par leur lien extranet, c'est parfait. Autant pour chaque copropriétaire, ils ne nous ont pas encore digitalisé cette solution. C'est-à-dire qu'on doit envoyer un questionnaire à chaque copropriétaire qu'il doit remplir à la main. Il doit ensuite prendre le bordereau de mandat à signer parce qu'ils seront prélevés, donner leurs différents documents et tout nous renvoyer. Et nous, on doit scanner et renvoyer à la banque. Je dis, oula, on est en retard dans la digitalisation. On a demandé à nos banques d'avancer là-dessus. C'était prévu normalement pour le mois de janvier dernier. Il y a 1 an de retard parce que c'est plus compliqué, parce que RGPD est venu rajouter des couches complémentaires qui fait qu'on ne peut pas leur envoyer un lien sans avoir eu d'abord leur accord préalable, avoir vérifié leur adresse email et complication. Simplifiez-nous les choses. Je le dis. Un appel à la simplification. C'est un appel, 1, à la simplification, 2, à la digitalisation. Les syndics, on s'est tous digitalisés pour ceux qui ne l'étaient pas. Les AG en visio, ils ont eu lieu. Les comptes sur le net, en extranet, aujourd'hui, tout le monde en a. Donc, on est avancé là-dessus. Avancé. On a parlé plusieurs fois dans cette émission cette semaine des délais qui paraissaient très courts pour faire certains travaux de rénovation énergétique dans certains bâtiments. Vous, que vous disent justement les propriétaires, ils sont inquiets de ces délais qu'il faut respecter et qui arrivent assez vite, finalement. Ceux qui sont le plus inquiets, ce sont les propriétaires bailleurs. Pourquoi ? Parce qu'auparavant, c'était ceux qui ne venaient pas en AG. Et comme par hasard, depuis quelques mois, on les voit apparaître, parce que ce sont eux qui font avancer les problèmes de travaux, notamment de rénovation énergétique, pour tous les bâtiments qui sont E, F ou G. Je vous rappelle simplement que la première échéance, c'est le 22 août 2022. C'est dans pas longtemps. C'est l'impossibilité d'augmentation des loyers de tous les appartements qui sont F et G. Oups, c'est pas loin.
Donc ça veut dire que vous êtes bailleur, vous arrivez, vous voulez augmenter, Donc, plus terminé. Voilà, impossible d'appliquer l'IRL. Voilà. D'ailleurs, l'IRL qui, vous le savez, va peut-être être gelé pendant une année. Alors ça sera une décision du prochain gouvernement. Tu le crois? C'est une demande de tous. La réponse est oui. Comment ça sera mis en œuvre? Donc vous croyez que le gouvernement pourrait, et ça serait vraiment délétère quand on voit l'inflation, geler les IRL pendant une année? Il pourrait s'il proroge le bouclier tarifaire de l'autre côté sur les énergies. Je pense que ça ira ensemble. Vous ne pouvez pas faire d'un côté et pas de l'autre. Si vous faites les deux, on l'entend, c'est pour effectivement aider nos concitoyens, je peux le comprendre. En revanche, si c'est juste pour embêter les propriétaires bailleurs, ça ne colle pas. Il faut que tout le monde... Non, mais c'est certainement pour aider. Il n'y a pas d'idée malsaine là-dessus. Enfin, quand même, les propriétaires vont perdre un quart de leur... on avait calculé entre 15 et 20% de leurs revenus sur une année complète. On le sait. Est-ce qu'il y en a qui sont capables de l'absorber, ça? Alors, certains oui, d'autres pas. Parce que je rappelle qu'on a beaucoup de propriétaires bailleurs qui sont des gens qui sont à la retraite et pour lesquels en ont besoin pour... les loyers sont leur complément de retraite par rapport à ce qu'ils ont travaillé ou ce qu'ils ont cotisé. On a de nombreux commerçants qui ont des petits appartements en locatif. Pourquoi? Parce que leur retraite de commerçant est faible. Ce ne sont pas tous des salariés qui ont cotisé de façon très importante. Donc on se retrouve avec ces difficultés-là et on le sait. Mais ça, c'est que le premier point, c'est 22 août 2022. Le suivant, c'est le 1er janvier 2023. On ne pourra plus louer tous les logements qui seront indécents. 1er janvier 2023. Interdiction à la location. Interdiction à la location. Vous avez un locataire dedans, il reste dedans. Vous avez un nouvel appartement à louer, il est indécent. Niet, c'est fini. Je parle russe, je suis désolé, mais j'utilise maintenant des termes russes pour pouvoir rappeler qu'on n'est pas très copains avec les Russes et que quand je dis niet, c'est pire que ce qu'on imagine. Mais bon, soutenons l'Ukraine, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ensuite, vous avez le 1er janvier 2025, 1er janvier 2028 et le 1er janvier 2034. F et G. G, F et E. Les uns dans l'ordre, bien évidemment. Mais tout ça, c'est une galère. Alors, un dernier point, ce sera notre dernière question, qui a fait couler beaucoup d'encre, et on voit bien que ça stigmatise, ça cristallise toutes les passions, c'est l'explosion des logements en Airbnb. Alors vous êtes aux premières loges parce que vous êtes passé dans des copropriétés dans lesquelles effectivement vous êtes très exposé. On est approche de la période estivale, vous avez compris la question. Est-ce que ça va influencer la gestion courante de vos copropriétés? Alors, forcément. Oui. D'abord, c'est une galère quand vous avez des logements Airbnb dans les immeubles. Ah oui, vraiment. Pourquoi? Parce que, comme d'habitude, ils n'arrivent jamais pendant la journée. Ils arrivent toujours en pleine nuit. Ils n'ont pas le code ou pas le bon code. La clé, ils ne savent pas quelle porte c'est. Donc, ils essaient d'ouvrir pas la bonne porte de l'appartement. Ils réveillent la moitié de l'immeuble. Donc ça, c'est une première difficulté. Deuxième difficulté, c'est que certains propriétaires ne se rendent pas compte qu'ils n'ont pas le droit de louer en Airbnb. Donc, ils ont fait des demandes, bien évidemment, à la mairie de Paris, mais il y a toutes les communes autour. Et certaines communes, il n'y a pas, effectivement, d'autorisation. Il faut simplement, si c'est votre résidence principale, ne pas le mettre en Airbnb plus de 120 jours par an. Vous vérifiez, vous? Rien. Mais c'est des galères la plupart du temps. C'est une difficulté. À défaut, il appartient au propriétaire de déposer son permis de construire pour transformer son logement en local commercial à vocation de résidence de tourisme. Je le rappelle, c'est un vrai permis. C'est pas simple. Mais certains ont oublié les réglementations de l'urbanisme. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup, Olivier Safar, d'avoir répondu à nos questions. Aujourd'hui, je rappelle, vous êtes donc bien à la tête du cabinet Safar. C'était simple à faire le lien. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci Sylvain. Merci Eva, merci Olivier Safar. Merci à tous. Et merci à toutes et à tous. Effectivement, notre émission touche à sa fin et merci de nous avoir suivis dans la Côte Imo, diffusée sur Bismart et sur Radio Imo tous les jours à midi. Voilà, merci à nos invités pour leur participation. On va se retrouver demain, Eva, et on va parler politique. Même heure, même endroit. Parler de politique Imo, c'est tous les jeudis. On va vous souhaiter, en tout cas en ce qui nous concerne, une excellente après-midi à vous et on se retrouve demain.